Bon, c'est parti pour un top 10 des buts importants. Et on va mettre des petites règles tout de suite. Qu'est-ce qu'un but important? C'est pas forcément un beau but. C'est-à-dire que les buts dont je vais parler aujourd'hui, il y en a des beaux, il y en a des pas spécialement magnifiques, quoi. Euh, Là, on parle de buts importants, c'est-à-dire quelque chose je sais pas, un but qui te donne un titre. Un but qui va te faire changer la vision que tu as d'un mec ou d'une équipe. Donc c'est des buts qui vraiment t'ont marqué, soit parce que tu sais, tu te disais c'était impossible, soit c'est vraiment dans une situation où ça sort de nulle part, quoi. Donc c'est parti. Alors encore une fois, c'est un top 10 subjectif, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je mets mon numéro 2, mon numéro 5, mon numéro 10 que tout le monde a le même. Il y en a qui auraient peut-être même pas mis des buts qui sont là. Et j'ai dû franchement réduire la liste pour faire un top 10. Il y a un moment, je me suis dit, oh putain, j'ai envie de faire un top 20 tellement que j'avais de buts que je jugeais importants. Donc j'ai dû en enlever pas mal, donc il y en aura forcément qui seront pas là en mode sacrilège. Mais c'est pas grave. Je commence avec mon numéro 10. Alors lui, c'est... Là, on est vraiment dans l'importance à deux niveaux. C'est le but le plus vieux que j'ai mis là. Tous les buts sont de 2000, 2010, dans ces années-là, parce que plus loin, par exemple, t'as des buts, genre celui de Maradona et tout, mais voilà, c'est moins mon époque. Moi, j'ai voulu valoriser 2000 à 2010. Il y en a des très beaux, des très importants, surtout avant. Et mon numéro 10, c'est le plus vieux, qui date de 2002. C'est le but d'Henri Camara en Coupe du Monde 2002 pour le Sénégal face à la Suède. On est en huitième de finale. Et pourquoi ce but est important? Parce que c'est un but en or. Ça existe encore en 2002 dans la Coupe du Monde. Et donc, on est en prolongation. Celui qui marque gagne. À l'époque, on se faisait moins chier. Celui qui marque gagne. Henri Camara met une frappe croisée poteau rentrant. Donc bon, à ras de terre, elle est pas dégueulasse. Mais pourquoi c'est important? Parce que ce but qualifie le Sénégal en quart de finale et c'est la première fois, si je dis pas de conneries, qu'une équipe africaine va en quart de finale de Coupe du Monde. Alors c'est arrivé encore par la suite, hein, par exemple le Ghana, hein, mais c'est arrivé après. Et je crois que le Sénégal est la première équipe africaine à le faire. Et puis c'était tellement beau pour cette équipe-là que voilà, et c'est le but en or, donc c'est une règle qui n'existe plus, tu vois, c'est un petit clin d'œil à tout ça. Donc voilà, mon numéro 10. Mon numéro 9, alors là c'est différent, le but de Robben contre l'Espagne. On est bien sûr en Coupe du Monde, donc là on est en Coupe du Monde 2014. Euh, Pourquoi ce but est incroyable? Enfin, pourquoi il est important? En plus d'être incroyable, pourquoi il est à la 9 place? C'est que, donc, si vous l'avez plus en tête, Robben part en contre, il est face à Sergio Ramos le suit, Robben, il met une grande balle devant pour lui-même, et il met une putain de trace à Sergio Ramos, mais affolant, Ramos il se fait dépasser. C'est important parce que à ce moment-là, l'Espagne est championne d'Europe 2008, championne du monde 2010, championne d'Europe 2012, et là, en fait, tu comprends qu'ils sont en train de se faire dépasser par les Pays-Bas. Au final, ils prendront 5-1 à la fin du match et se qualifieront même pas pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Donc terminé de l'ère de l'Espagne. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce but-là vraiment qui te fait dire waouh, l'Espagne ils se font surclasser. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit depuis plus de 6 ans en Europe et même dans le monde. Et là vraiment, voilà, tu prends un but iconique en fait, tu vois. Après, en plus, le but dans la finition, Robben il fait glisser le goal et tu vois, il finit et puis ça finit par un but, tu vois, c'est vraiment. Tu vois que Robben dépose Ramos, c'est pas un scandale, mais tu sais, c'est Ramos quoi. À cette époque-là, en 2014, Ramos il peut pas être déposé, tu vois. Ramos, il vient de gagner la Ligue des Champions 2014. C'est Ramos, tu vois, c'est le meilleur défenseur central du monde, quoi. Et le mec se fait humilier, on peut le dire. Et la défense de l'Espagne se fait humilier et l'équipe espagnole se fait humilier. Très important parce que voilà, c'est à ce moment-là que l'Espagne ne gagne pas le titre pour lequel elle concourt. Donc voilà, championne 2008, 10, 12. Et là, tu perds comme ça. Un but qui a de l'importance pour moi, 9ème. 8ème but, et ben on est encore dans un signe un peu comme ça. C'est Messi, son but, tout le monde s'en rappelle. Où il fait glisser Jérôme Boateng. Mais ce but-là, tu vois, rien que là, je suis en train de te le dire. Je sais que tu es en train de sourire. Ce but, il est incroyable pour le.
il est déjà beau parce que il y a quand même déjà un dribble intelligent. Voilà, tu élimines ton défenseur en le faisant glisser. Et derrière, en plus, tu finis d'un piqué pied droit. Donc je rappelle qu'il est censé être le mauvais pied de Messi, hein. Bon, quand tu vois jouer, tu finis par te demander si le mec, quand il est face au but, c'est vraiment son pied. S'il a vraiment une faiblesse, en fait. Mais bref, déjà, c'est un but. C'est un but contre le Bayern. C'est un but, voilà, en Ligue des Champions. C'est quand même un but déjà important. Et en fait, c'est un but que tout le monde va se rappeler. Tout le monde va dire ah ouais, Messi quand il a fait glisser Boateng en Ligue des Champions, putain et tout. Boateng il se retrouve au sol, c'est incroyable. Voilà. Ce but, tu vas t'en souvenir. C'est pour ça qu'il est important aussi. C'est en plus, voilà, qu'il est en Ligue des Champions, qu'il est plutôt pas mal. Le mec glisse et tu vas t'en rappeler. C'est une humiliation. Tu vas t'en rappeler toute ta vie, quoi. Allez, on passe au numéro 7. Alors là, par contre, tu vas t'en rappeler toute ta vie, mais d'une manière différente. Je l'ai mis quand même septième parce que je trouve qu'il est grave ce but, c'est le but de Gallas contre l'Irlande. Alors là, t'es en train de te dire, attends, Gallas contre l'Irlande. L'Irlande, ça me dit un truc. Oui, ça va vite te dire un truc quand je vais te dire que c'est l'action où Thierry Henry met sa main. Ensuite, il centre pour Gallas et c'est Gallas qui marque. Mais ce qui est important dans ce but, c'est que Thierry Henry met la main que tout le monde voit jusqu'au fin fond de sa cave et que l'arbitre ne voit pas. Il n'y a pas de VAR à l'époque, hein. Et donc, la France se qualifie pour la Coupe du Monde 2010. Et on se rappellera tous que ce sera un putain de fiasco dégueulasse. Voilà. Donc, en plus, et en fait, ça marque aussi une ère où, déjà, c'est la France de Domenech. Donc, qui aime la France de Domenech? Je ne sais pas. Mais en fait, ça résume toute l'équipe de France de cette époque-là. C'est-à-dire une équipe de France qui ne joue pas bien, une équipe de France qui est pas belle à voir, une équipe de France qui est pas aimée, et une équipe de France qui s'en sort toujours de manière dégueulasse, en fait. Et, euh, et voilà, c'est vraiment l'image. Et puis après, voilà, tu vas en Coupe du Monde, tu fais de la merde, qu'on peut pas dire autre chose. Voilà, c'est c'est comme ça, hein. Bah, de toute façon, c'est l'épisode de Nice Na, hein, 2010, hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas un but, Nice Na. Donc voilà, le but important, vraiment, qui résume tout ça, qui est vraiment important parce qu'on va s'en rappeler des années et des années. C'est le but donc de Gallas contre l'Irlande suite à la main de Thierry Henry. C'était ma septième place. On passe à la sixième place. Alors là, en termes d'importance, le but d'Aguero contre Queen's Park Rangers. Si je te dis ça comme ça, tu te dis ouais, un but en première ligue, quoi. Ouais, mais c'est pas un but parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un but. On est dans les arrêts de jeu du match. Bon, en gros, c'est un but où voilà, Agüero est dans la surface, le ballon il est poussé, t'attaches pas 10 mecs dans la surface, et c'est abusé. Il met une frappe, ça passe entre tout le monde, ça fait but. C'est à City, le public est complètement en feu. Pourquoi? Parce que grâce à ce but, dans les dernières secondes, Manchester City remporte le titre devant Manchester United. Donc à la dernière seconde de la dernière journée, Agüero il enlève son maillot, il crie, les spectateurs ils sont en folie. Et je crois, si je dis pas de conneries, je me demande si c'est pas le premier titre de Manchester City. Donc sous l'air encore, United Ferguson, hein. Donc et City racheté, tu vois. Ils peinent quand même les 2-3 premières années quand même à aller chercher, tu sais. Pour ceux qui s'en rappellent, t'as les recrues de Robinho et tout, voilà. Bon, Tevez, t'as un peu de moments à se mettre en place. Et là, Agüero, voilà, il offre le titre là-dessus. Et face à United, en plus, donc il marque contre Queen's Park Rangers. Mais en même temps, pour ceux qui se rappellent de ce moment, tu as... le match de United se finit justement 10 secondes avant. Donc en fait, tu as l'image de Rooney, je crois, qui voilà, il serre la main d'un adversaire ou d'un coéquipier, je sais plus trop. Bon, et en fait, donc tu vois, t'as ça sur l'image multiplex de la première ligue, et tu reviens au match de City, et là t'as ce but d'Aguero, et tu te dis mais c'est pas possible. T'as United, il y a 2 secondes, United est champion, et c'est City qui remporte. Donc c'est voilà, en plus de la rivalité, le but est tellement important. C'est voilà. Puis maintenant City. Tu dis City champion, ça te paraît normal, mais à cette époque-là, le titre est encore plus impressionnant parce que t'es dans le début du projet, quoi. Bon, on passe top 5. Mon numéro 5, eh ben on reste en Angleterre, mais on passe en D2. C'est un but, pas mal, je pense, l'ont vu. De toute façon, tous ces buts dont je parle, les gens l'ont vu ou s'en souviennent, mais celui-là, il peut être passé un peu inaperçu parce que c'est en D2 anglaise. En D2 anglaise, quand tu termines, en gros, pour monter, tu as des équipes qui montent, le premier et le deuxième montent automatiquement, et le troisième, quatrième, cinquième et sixième font ce qu'on appelle barrage en France, que tu vas appeler play-off en Angleterre ou aux États-Unis ou dans le basket. Donc ils font des matchs de barrage, play-off, et en gros, voilà, t'as qu'une équipe qui monte, et donc t'as 2 demi-finales et une finale. Et donc là, tu es en demi-finale, c'est un Watford-Leicester.
Il y a 2-2, en fait c'est un match aller-retour, il y a 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Tu es à Watford au match retour, donc 2-2, et tu as un penalty pour Leicester à la dernière. On est dans la dernière minute du match, hein. On est, je crois, le temps anglais, là on est à 95 ou 96 minutes, alors que t'as pas de VAR, hein. Eux c'est juste. Ils prolongent le suspense. Donc t'as 95 minutes de match, penalty pour Leicester à Watford, donc si Leicester marque, c'est fini quoi, c'est terminé. Leicester tire le péno, je sais plus qui le tire, mais tire, arrêt du goal, ça revient sur le joueur de Leicester, double arrêt du goal, il y a un défenseur de Watford qui dégage le ballon, ça part en contre, ça part à peu près en 3 contre 4, voilà, ça part sur le côté, il y a une sorte de centre un peu raté, ça revient, et là t'as Troy Deeney, pour ceux qui connaissent, qui est toujours aujourd'hui à Watford, qui met une mine quasiment pleine lucarne, et la victoire de Watford à la dernière seconde sur sa pelouse, alors que tu as un péno pour Leicester à la dernière seconde, et donc ce but donne l'accès à la finale des playoffs pour Watford, mais c'est juste l'ambiance et puis l'ascenseur émotionnel, et puis voilà, c'est tellement important pour Watford qui après montera du coup en première ligue en plus, donc voilà, mais wow, les conditions et tout, vraiment, revoyez l'action, il doit y avoir 30-40 secondes voilà, sur YouTube, exceptionnel. C'est cinquième, quatrième de ce classement. Là, c'est un but, donc tout le monde va se rappeler en France, je pense. On est en finale de l'Euro 2016. Qui vient marquer ce but? Donc là, voilà, on n'est pas spécialement dans le beau but. Qui vient marquer ce but qui donne la victoire au Portugal? Alors que tu n'as plus Cristiano Ronaldo, alors que tu joues mal et que tu as très mal joué depuis le début de la compétition, alors que la France vient de mettre un poteau, notamment, enfin, tu vois, mais un poteau avec Gignac et tout. Eh ben c'est Eder, et ouais mon gars, Eder qui vient crucifier l'équipe de France alors que t'es en France en plus. Et puis le Portugal, il gagne pas des titres tous les ans, tu vois. La France non plus, mais le dernier titre du Portugal, je crois est-ce qu'il gagne un euro? Enfin bref, le Portugal, voilà, là c'est le titre en plus c'est le titre de, tu vois, avec Cristiano Ronaldo, alors que t'en as pas eu, c'est tellement important. Enfin, il arrive à aller chercher quelque chose, même s'il joue pas la finale. Et puis tu vois, tu perds ton meilleur joueur et c'est Eder qui crucifie, quoi. C'est incroyable. Les conditions, je me rappelle, mais t'es en France, quoi. Pour l'Euro en France, t'es en finale contre la France. T'es tellement dominé, tu joues tellement mal, t'es repêché par une nouvelle règle des poules qui fait que si t'es troisième, tu peux être repêché. Ils sont repêchés et ils s'en sortent tour après tour, au pénalty, aux prolongations. C'est aux prolongations en huitième de finale contre la Croatie, c'est en quart de finale au pénalty contre la Pologne. Bon, tu bats le Pays de Galles sans problème en demi. Et putain, en finale, tu vas encore en prolongation, tu perds ton meilleur joueur et tu gagnes avec un but de Eder, putain. C'est tellement important quand même. Je l'ai mis quatrième. Voilà. Et c'est pas dans le top 3, mais top 3. Et on retrouve encore le Portugal dans le top 3. Alors là, on remonte un petit peu aussi dans les souvenirs. Je sais pas si vous vous rappelez de ce but. On est en 2004. Euro au Portugal. Finale de l'Euro 2004. Portugal contre la Grèce. Coup franc, corner pardon, de Karagounis, si je dis pas de conneries. Qui trouve au premier poteau Charisteas, alors que le goal... Qui est le goal en 2004? Je sais plus, j'avoue que j'ai du mal à me rappeler qui est dans la cage. Enfin bref, le goal du Portugal, il sort un peu, tu vois, au point de péno, mais il anticipe qu'il n'y a pas de tête, tu vois. Et donc Caristas, il plonge devant, il met cette tête. Et pourquoi ce but est important? Il est à peu près, tu vois, je sais plus, en plein milieu du match, peut-être 60e, 70e, je sais plus, 50. Enfin, tu vois, t'es pas à la fin de match, mais il est important parce que, mec, la Grèce gagne l'Euro, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait la Grèce à part ça dans toute leur histoire? Même tu remontes dans les années 80, 70, 60, 50, 1900, mais la Grèce ils ont jamais rien fait dans le football. Et là ils gagnent l'Euro et en plus ils le gagnent, voilà, 1-0 la but de Charisteas, et au Portugal, face au Portugal en finale. Et encore une fois c'est incroyable. Alors là du coup c'est vraiment négatif pour le Portugal, mais voilà, ce but était trop important pour l'histoire de la Grèce, quoi. Mais bon, il y a quand même des buts qui, je trouve, plus importants. Devant, il y en a deux. On passe à mon deuxième but. Celui-là, tout le monde s'en rappelle. Alors j'en ai choisi un, il y en a beaucoup dans ce match de but. Pourquoi je choisis lui? On est au Camp Nou. On est à Barcelone. Le FC Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a gagné 4-0 au match aller. Il y a, au moment où on parle,
3-1 pour le Barça. Cavani a marqué il y a quelques minutes. Il reste vraiment même pas 10 minutes. Le Barça doit marquer 3 buts en 10 minutes sans en encaisser. Autant dire, mission impossible. Il y a un coup franc plutôt bien placé. Bon, Messi va le tirer. Non, c'est côté gauche, c'est pour un droitier. Neymar y va et bim, le coup franc pleine lucarne, somptueux. Alors là, tu vois, on peut ne pas être d'accord. Il y en a qui auraient mis peut-être le premier but de Suarez qui arrive au bout de 2 minutes parce il lance tout de suite le match. Il y a le but évidemment de Sergi Roberto à la dernière minute qui donne cette victoire 6-1. Mais pour moi, le but qui sort de nulle part, c'est le but de Neymar sur coup franc. Parce que déjà, tu vois, c'est un coup franc. C'est-à-dire que c'est pas un but facile à mettre. T'es à 20-25 mètres du but. Et puis, à ce moment-là, Cavani, voilà, il a marqué il y a quelques minutes. Et en fait, pour ceux qui s'en rappellent, au moment où le Barça met le 6-5 Sergio Roberto, je dis pas que tu t'y attends, faut pas abuser, mais c'est plus probable que Sergio Roberto mette le 6-1 sur le dernier centre du match que Neymar mette le 4-1 sur le coup franc à un moment où, en fait, pour ceux qui s'en rappellent, les minutes qui suivent le but de Cavani, le Barça, ils sont amorphes, ils sont... Et puis, t'as cette phrase légendaire de Stéphane Guy, oui, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, mais cette phrase-là, elle est mythique parce que elle fait partie de ce match, tu vois. Ça, dans les phrases importantes du foot, celle-là, elle y est, tu vois. Mais pour moi, c'est le but de Neymar parce qu'il arrive au moment où tu te dis, c'est pas possible, en fait, tu vois. C'est plus possible. Le Barça, ils peuvent peut-être en mettre un, mais c'est fini. Et en fait, on se dit, si le Barça veut gagner, il faut qu'il marque tout de suite. Coup franc, Neymar, il marque tout de suite. Et c'est un coup franc dans une équipe où t'es avec Messi qui tire les coups francs, où t'as Suarez, et là, c'est Neymar qui le prend, le mec la fout pleine lucarne, et le match serait gagné 6-1. Alors oui, on peut même mettre le but de Sergio Roberto à ce niveau-là, qui fait gagner. Les deux buts sont valables. Moi, je mets celui de Neymar, mais c'est pour résumer cette remontada absolument énorme et qui va rester dans l'histoire de la Ligue des Champions et dans notre histoire à nous, dans nos têtes, mais qu'on a vécu un truc incroyable. Et mon numéro 1, on est encore avec le Barça pour ce numéro 1. Alors celui-là, faut remonter un petit peu plus loin. On est toujours en Ligue des Champions. Nous sommes à Stamford Bridge. Eh oui, on est en Angleterre. Vous savez de quel match je parle. Chelsea-Barça. Aussi appelé le match de la couille. Le match le plus volé de l'histoire. Le match le plus dégueulasse. Ouais, ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut. Pourquoi ce but est important? Parce que donc le but dans lequel on parle évidemment c'est le but d'Iniesta qui donne donc le but d'Iniesta quoi vraiment 2-3 minutes de la fin qui donne la victoire au FC Barcelone et voilà il y en a d'autres avant il y a le but notamment pour ceux qui ont vu qui s'en rappellent il y a le but d'Essien qui est absolument somptueux là cette frappe d'au moins 25-30 mètres qui fait une barre en 30 elle est incroyable mais le but dont on se souviendra encore plus dans ce match malheureusement c'est le but d'Iniesta parce que je rappelle en fait ce match, en fait, il faut le revoir pour se rappeler que l'arbitrage. Pourquoi aujourd'hui, en fait, pourquoi aujourd'hui il y a la VAR, pourquoi aujourd'hui il y a la goal line, pourquoi aujourd'hui il y a 4 arbitres sur le terrain, il y a eu des arbitres de surface, pourquoi est-ce qu'on essaye constamment d'apporter des nouveaux outils dans l'arbitrage pour ce genre de match qui est complètement couillé, c'est un vol en fait ce match. C'est-à-dire que, tu vois, Chelsea, tu commences la confrontation, Chelsea n'est pas 1000 fois meilleur que le Barça, mais sur ce match, Chelsea est au-dessus du Barça, et sur ce match, en fait, tout ce qui est positif pour le Barça vient d'une erreur d'arbitrage, en fait. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et bah, sauf ce but, en fait, mais euh, le fait que le Barça ne doit pas gagner ce match. En fait, plus le match avance, plus tu te dis, mais non, c'est pas possible. Quand tu te dis, le Barça, le Real, c'est des équipes souvent avantagées par l'arbitrage, putain, mais sur ce match-là, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Le Barça, ils ont tout, en fait, tous les coups de sifflet sont pour eux. Il y a des choses vraiment où tu te dis, enfin, tu vois, un arbitre peut faire une erreur, même une grosse erreur, ça peut arriver, tu vois. Comme la main de Thierry Henry, par exemple, contre l'Irlande, c'est une erreur. Mais là, je sais même pas, franchement, il faudrait que je revoie le match, mais il y en a 4, 5, 6, des coups de sifflet, des fautes pas sifflées, des mains qui sortent de nulle part, des pénaux pour Chelsea pas sifflés, en fait c'est incroyable et du coup et tu as ces images mémorables pour ceux qui s'en rappellent aussi Balak qui court après l'arbitre les bras levés en lui disant mais mec qu'est-ce que tu fais c'est pas possible en gueulant t'as
à la fin du match, tu as Drogba qui saisit la caméra, là, qui dit en gros, en anglais, que c'est un putain de scandale, que pour rester poli, que c'est un putain de scandale. Et tout au long, tu vois, tous les joueurs le diront, c'est tous les joueurs voilà, les plus frustrés, mais c'est un vol. Et en fait, pourquoi ce but d'Iniesta, du coup, est si important? Parce que on parle de ce match comme le plus grand vol de l'histoire de la Ligue des Champions. Imaginons, alors évidemment avec des si on refait le monde, imaginons que Iniesta ne marque pas ce but, que Chelsea se qualifie, et ben c'est pas le match le plus volé de l'histoire en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement il tient à ce but d'Iniesta. Si Iniesta ne marque pas ce but, et que le Barça ne se qualifie pas, et ben finalement le Barça a eu beaucoup de chance dans ce match, mais le Barça ne gagne pas, et Chelsea gagne finalement logiquement, même s'il y a eu de la couille. Donc un but peut changer complètement ta perception d'une équipe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis à détester le FC Barcelone pour ça. Et à une époque où, voilà, tu vois, il y en a qui préfèrent le Real, le Barça peut-être, mais ça joue sur une équipe. Il y a des choses qui vont jouer. euh, Par exemple, le fait que quand tu commences en Ligue des Champions, maintenant tu dis oui, Paris, ils sont pas favoris, c'est aussi parce que dans un coin de ta tête, tu as la remontada qui est tout de suite gravée et tu te dis une équipe qui est favori ne peut pas se prendre une remontada comme ça en fait, tu vois. C'est pas possible. Pourquoi tu te dis le Real sont favoris tous? Parce que chaque année, en fait, tu sais qu'il y a des valeurs sûres, tu vois. Ce genre de choses n'arrive pas. C'est arrivé au PSG, ça n'arrive pas aux équipes comme le Real, au Barça, au Bayern, à la Juve, ça n'arrive pas. Et, et ça te fait changer complètement la perception, tu vois, du Barça, de l'arbitrage, de la Ligue des Champions et de la suite. Parce que, tu vois, le match d'après, donc le Barça revient et tu te dis, ah, mais le Barça, j'ai pas envie de regarder cette équipe, tu vois. Ils vont encore couiller et puis voilà, ça va passer. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut te rester pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est compliqué de ne pas y penser. Et pour moi, ce match, voilà, il change la perception qu'on a d'un match et d'une équipe. Le but d'Iniesta contre Chelsea, mon numéro 1 de ce top 10, des buts les plus importants des années voilà, 2000-2010. Et ben j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rappelé de bons, pas de mauvais souvenirs, il y en a quelques-uns malheureusement. Euh, Il y aura peut-être, pourquoi pas, un top 10 des plus beaux buts. Il y aura peut-être, parce que c'est différent. Voilà, tous ces buts-là sont pas forcément des beaux buts. Le but de Neymar contre Paris, c'est un beau coup franc, par exemple, mais t'en as des meilleurs. Voilà, c'est des buts qui nous ont marqués pour une raison ou pour une autre. Et donc, les buts, c'est marquant quand même, hein. Oh, quelle phrase! Les buts, c'est marquant. Quel jeu de mots. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!